écrivain, c'est sans doute parce que quand j'avais votre âge, que j'étais au collège ou au lycée, j'ai beaucoup lu de ce qu'on appelle aujourd'hui des sagas, notamment des sagas pour adolescents. Maintenant, on dit pour jeunes adultes, mais c'est un peu la même chose. Alors, ces grandes sagas, je pense que vous les connaissez. Moi, quand j'avais votre âge, je lisais notamment Tolkien et Le Seigneur des Anneaux. Alors aujourd'hui, on connaît Le Seigneur des Anneaux par les films, mais à l'époque, il n'y avait pas de film. On estimait même que c'était inadaptable au cinéma. Et par contre, il y avait 3 énormes volumes qui représentaient plusieurs milliers de pages. Le Seigneur des Anneaux, ça, je l'ai lu plusieurs fois au collège. Et ça m'a passionné. Si je remonte avant, je pense que ces grandes sagas se sont beaucoup inspirées finalement des mythologies, des grandes mythologies, que ce soit la mythologie grecque, que ce soit la mythologie nordique, ou que ce soit de toute autre mythologie asiatique ou autre. Et souvent d'ailleurs ces mythologies, vous les connaissez aussi parce que par exemple les héros de Marvel, Thor ou plein d'autres sont très inspirés de ces mythologies grecques et anciennes. Parce que quelque part dans la littérature pour jeunesse, pour ados, pour ces grandes sagas, on retrouve des figures héroïques, on retrouve des figures de super-héros avec les courageux, les plus forts, les traîtres, ceux qui se sacrifient, les grandes guerres. Voilà. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les grandes sagas et qu'on va effectivement retrouver dans les grands récits mythologiques comme l'Iliade et l'Odyssée, qu'on va retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, qu'on va retrouver dans le monde de Narnia, et qu'on va retrouver dans Harry Potter, et que j'espère on retrouve aussi dans Néo. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il y a 2 éléments un peu fondamentaux qu'on va retrouver souvent dans les sagas pour ados. C'est la vision ou non d'un monde, alors qu'on pourrait dire manichéiste. Un manichéiste, ça veut dire qu'il y a une opposition entre le bien et le mal. Ça, on le retrouve vraiment beaucoup dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, où le mal, il est vraiment incarné par Sauron, les orques, et puis les bons de l'autre côté. On le retrouve évidemment dans Harry Potter, avec évidemment le mal qui est incarné par Voldemort et par les Mange-Morts, etc. Et le bien qui est incarné par effectivement tous les autres. Je ne vais pas citer, mais c'est évidemment parce que c'est pas un livre, mais si vous prenez évidemment Star Wars, il y a évidemment les choses, il y a le monde du mal et voilà, et le monde du bien. Donc vous avez ces grandes sagas qui seraient, qu'on dirait, manichéistes, le bien contre le mal, mais ne pas oublier que même si on part du bien contre le mal, l'intérêt, c'est toujours le passage entre le bien et le mal. Si vous prenez Harry Potter, évidemment, il est dans le camp du bien, mais il passe son temps à parler le fourche-langue et à se demander si finalement il n'est pas du mauvais côté, s'il n'est pas Serpentard, si quelque part, comment dire, il n'y a pas un petit peu de Voldemort en lui. Donc, il est partagé entre les deux, puis évidemment, un professeur comme Rogue est évidemment ce personnage qui est entre les deux, exactement comme le Gollum est entre le bien et le mal dans Le Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs, c'est souvent par ces personnages qui oscillent entre le bien et le mal que le mal va être vaincu. C'est-à-dire que c'est grâce à Rogue que Voldemort est vaincu, c'est grâce au Gollum que l'anneau est détruit, etc. Donc, on retrouve ça. Donc, j'espère que dans Néo, j'essaye de faire ça, même si vous avez compris, dans le premier tome de Néo que vous avez lu, au départ, il n'y a pas de bons et de méchants. C'est pas les bons du tipi contre les méchants du château ou l'inverse. Il n'y a pas de personnage, au départ en tout cas, du bien contre le mal. Mais vous vous en doutez, il y a des autres tomes qui vont commencer et progressivement, évidemment, le fait de se couper en 2 camps va progresser. Vous vous doutez, après avoir lu le premier tome, que Ogénor, par exemple, n'est pas vraiment gentil et que progressivement, il va peut-être commencer à devenir, c'est peut-être un Voldemort ou un Sauron en devenir. De même que Mordelia, vous vous doutez évidemment à la fin du premier tome que, là encore, plus elle va grandir et plus elle va essayer d'agréger, de regrouper autour d'elle, entre guillemets, des forces du mal, par rapport évidemment à Sabi, Zizo, Alix, Akan, etc., qui eux sont plutôt les gardiens évidemment du bien, de la liberté, de la camaraderie et de ces valeurs positives. Voilà, donc ça c'est très important dans les sagas pour ados, c'est cette dimension à la fois du bien et du mal, mais qu'on mélange, qu'on traverse, justement parce qu'évidemment chaque ado peut se poser la question de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et comment je me situe par rapport à ces valeurs-là.
Une autre dimension importante sans doute dans les sagas pour ados, c'est la magie. C'est vrai que la plupart des grandes sagas pour ados sont des sagas où il y a de la magie. Évidemment, Harry Potter est le meilleur exemple, mais on en trouve quand même un petit peu dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, et dans la plupart des grandes sagas. Mais ce n'est pas non plus systématique. Et par exemple, dans Néo, j'avais envie de faire une saga où il n'y ait pas directement de magie. C'est-à-dire que la magie, ce sont les enfants, les ados qui l'inventent, puisque par exemple, quand Zizo découvre l'électricité au château, pour lui c'est magique parce qu'évidemment, il n'a jamais imaginé qu'on pourrait fonctionner avec de l'électricité, ou qu'on pourrait fonctionner avec des vidéos et des gens qui parlent dans des écrans. Donc la magie, finalement, elle est dans les yeux des personnages et pas directement avec des super pouvoirs de super-héros. En cela, je me rapproche d'autres sagas, par exemple Gurgel, que certains ont peut-être lu, qui d'ailleurs, par exemple, qui n'a pas vraiment de magie, hein, qui est des personnages comme les autres. Donc voilà, donc dans Néo, je n'avais pas forcément envie de faire une saga classique avec des elfes et avec des loups-garous, mais avec des personnages normaux, mais qui évidemment à qui il va arriver des choses extraordinaires. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les lectures de ce type de saga que l'on peut faire à l'adolescence sont sans doute peut-être les meilleurs souvenirs de lecture. En tout cas, pour moi, c'est vrai que ce sont mes meilleurs souvenirs de lecture parce qu'on s'embarque dans un monde avec des personnages et j'aurais tendance à dire qu'ensuite, tout ce qu'on lira, on ne retrouvera peut-être pas cette innocence, cet imaginaire qu'on a là. Donc moi, je suis très fier d'avoir écrit Néo, très fier qu'il y ait beaucoup d'ados qui lisent cette saga, parce que quelque part, voilà, ça va être un moment un peu fondateur. Et puis, dernière chose là-dessus, de toute façon, quel que soit votre, comment dire, quelle que soit cette saga, ce qui est sûr, c'est que les personnages doivent se comporter comme des héros. Pourquoi Harry Potter, ça marche aussi bien? Parce que chaque lecteur va s'identifier à un ou à plusieurs personnages. Certains vont s'identifier à Hermione, d'autres à Ron, d'autres à Harry, d'autres à Luna Lovegood, d'autres à Neville Londubat, que sais-je. Enfin, chacun va choisir un ou quelques personnages qu'il aime bien. Et ce qu'il va attendre, c'est que ces personnages se conduisent en héros. Que ces personnages, à un moment donné, ce soit grâce à eux que les autres soient sauvés. Voilà, c'est ce rêve d'être un héros à un moment donné. Et on rêve tous d'être un héros à un moment donné, et on le sera sans doute jamais dans notre vie, parce qu'on a peu de moments de se comporter comme ça, évidemment, dans ce que font ces grandes sagas. Mais comme on ne sera pas un héros, eh bien, on s'identifie à un personnage qui va devenir un héros à un moment donné. Et c'est ça. Et donc, c'est ça aussi que j'essaie de faire dans Néo, c'est qu'il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de personnages, et que chacun, à un moment donné, va devenir un héros, va faire quelque chose d'extraordinaire, et on va se dire, ouais, super, c'est vraiment lui le meilleur, c'est lui le plus intelligent, c'est lui le plus malin, etc. Et ça, c'est essentiel. On ne le retrouve pas forcément dans la littérature adulte, c'est ce côté héros, mais pour moi, c'est une dimension essentielle de la saga. C'est le fait qu'à un moment donné, on se sent tous, grâce à des personnages qu'on aime, un peu héros. Et d'ailleurs, j'adore ces sensations, par exemple, qui vous arrivent peut-être quand vous sortez du cinéma, quand on referme un livre qu'on a beaucoup aimé, bah, on se sent un peu différent, on se sent un peu plus léger, on se sent plus grand, on se sent plus fort, parce que quelque part, c'est comme si on avait participé avec ces héros à cette grande bataille, à cette guerre, à cet affrontement. Et voilà, on a l'impression d'en faire un petit peu partie. Et bon, ça arrête vite, évidemment, on reprend le cours de sa vraie vie, mais à un moment donné, on était au cœur de ça. Et donc, ça fait du bien de se sentir un peu comme un héros de temps en temps. Voilà, ça nous change de notre vie de tous les jours.